Alors bienvenue Ania Szczepanska, qui est déjà une habituée du cinéma Jean Eustache, du Festival du film d'histoire. Vous la connaissez pour beaucoup d'entre vous, donc elle est normalienne, elle est historienne du cinéma, elle est aussi réalisatrice de documentaires. Elle est maîtresse de conférences à l'université Panthéon-Sorbonne Nouvelle, je ne dis pas de bêtises. Paris, hein, Panthéon. Paris, hein, pardon, autant pour moi, à chaque fois j'écorche. Donc elle a réalisé le documentaire Nous filmons le peuple, qui a été présenté au Festival du film d'histoire, donc qui nous replongeait dans les années 70, notamment avec tous les grands cinéastes polonais qu'on adore, hein, qu'on a souvent programmé à Pessac. Elle a également tourné le film, alors je relis pour pas, Solidarność, la chute du mur commence en Pologne, qui a été programmé dans le cadre de l'Université populaire. Elle a publié un livre à qui appartiennent les images, donc avec Sylvie Lindeperg, il y a quelques années, livre qu'elle a présenté au Festival du film d'histoire également. Et elle vient de publier une histoire visuelle de Solidarność aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Voilà. Donc on va pouvoir s'installer et parler bien évidemment Bonsoir. De Solidarność. Tu voulais dire quelque chose peut-être? Je voulais te remercier. Je voulais aussi remercier le public. C'est toujours une joie, une grande émotion de revenir à Pessac pour les films, pour les livres, pour discuter, pour présenter des choses et de retrouver encore plus cette année ce public nombreux, fidèle et enthousiaste. Donc merci beaucoup d'être là. Merci Ania Szczepanska. Alors on va avoir la chance d'avoir beaucoup d'images, beaucoup de photos pour revenir sur cet événement qui est presque un mythe de l'histoire polonaise et même de l'histoire européenne et mondiale. Peut-être la première question, donc vous avez déjà tourné 2 films sur le sujet, vous revenez avec un livre. Qu'est-ce qui manquait finalement? Qu'est-ce qu'il fallait apporter de plus de votre point de vue d'historienne du cinéma qui travaillait sur les archives? Qu'est-ce que vous pensiez pouvoir apporter de plus avec ce livre? Alors en effet, on va retraverser un petit peu peut-être une petite décennie de réflexion. C'est juste en fait de revenir un peu à la genèse de ce livre dont on va parler ce soir, puisqu'à l'origine, au tout début de ma réflexion, je suis partie de L'homme de fer d'Andrzej Wajda, que certains d'entre vous viennent de voir donc, dans cette salle. Ma réflexion était partie de ce film comme film monumental, film fondamental dans l'histoire du cinéma polonais. Et évidemment la figure d'Andrzej Wajda, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'au tout début de mes recherches sur la Pologne et sur le cinéma, je m'étais intéressée à un groupe de cinéastes qui, dans les années 70, avaient réalisé autour d'Andrzej Wajda un certain nombre de films qui tentaient de critiquer, de montrer un peu des choses qui n'étaient pas montrées à la télévision dans la propagande officielle et donner une autre représentation de la société, mais aussi de l'histoire polonaise. Et en partant de ce film, en fait, ce qui m'intéressait, c'était aussi de comprendre comment ces films avaient pu être produits, réalisés, dans un État communiste financé par l'État. Et donc, je m'intéressais aux relations entre les cinéastes et les représentants du parti, donc toutes les institutions, la bureaucratie. J'essayais de comprendre de l'intérieur, en fait, comment fonctionnait la censure, à partir des commissions de censure, à partir des films produits. Et progressivement, donc, ma réflexion au tout départ s'éloignait un petit peu de ce mythe de Solidarność, c'est-à-dire je l'avais un petit peu évacué parce qu'il me semblait qu'il y avait ce mythe de... On y reviendra hein, tout au long dans les discussions, mais j'étais plus intéressée par cette zone grise, un petit peu floue, de négociation entre les artistes et le pouvoir. Et en 2019... la société allemande de production Luxfilm a décidé de faire un film sur Solidarność. Et ils m'ont contacté dans le cadre de l'anniversaire de la chute du mur pour revenir et réintégrer l'histoire de Solidarność dans l'histoire de la sortie du communisme et de la chute du mur. C'est-à-dire pour ne pas voir la sortie du communisme uniquement à travers le prisme de la chute du mur de Berlin, donc montrer que c'était un processus beaucoup plus long, plus complexe et surtout qui avait concerné donc toute l'Europe centrale et notamment la Pologne.
Et donc ils m'ont fait ces deux demandes, et c'est vrai que j'étais à la fois, je me suis posé en fait la même question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va apporter de nouveau à cette histoire. Il y avait une bibliographie très riche sur Solidarność, en polonais, en français, en anglais. Il y avait déjà eu des films sur Solidarność, et donc j'ai accepté à condition de convoquer d'autres images que simplement les images iconiques, les images qu'on avait vues à la télévision. Et j'ai proposé à ce producteur allemand d'aller chercher dans d'autres fonds d'archives des images un peu moins cinématographiques. Donc je me suis éloignée du cinéma pour aller chercher donc soit des images amateurs, de fonds privés, ou encore des images, par exemple, filmées par la milice de l'époque, donc des images de surveillance. Donc des images filmées, des photographies qui n'avaient pas un statut de film. Et en fait, j'ai réalisé en travaillant sur ce film documentaire, donc, qui a été montré sur Arte en novembre 2019, que même les Polonais et même des gens qui connaissaient extrêmement bien cette période, pour la plupart n'avaient jamais vu ces images. Donc c'était pour moi une surprise agréable de m'apercevoir que ce sujet qui avait pourtant, qui était peut-être le sujet pour les historiens polonais qui avait le plus été traité, finalement on avait évidemment beaucoup de réflexions sur l'histoire politique, sur l'histoire du syndicat, sur donc une certaine manière d'entrer dans ce sujet, et les images servaient à illustrer cela, mais on ne les avait jamais vraiment pris au sérieux, ou en tout cas on n'était pas vraiment parti d'elles pour essayer de raconter ce mouvement. Et donc le défi un petit peu, c'était de voir qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va convoquer ces images qui ont été prises parfois avec des intentions aussi différentes. Bien sûr, on va y venir. On va y venir. Mais qu'est-ce qui se passe quand on convoque une masse aussi d'autres images, et est-ce qu'on voit l'événement historique de la même manière ou pas ? Et j'ai pensé justement qu'en convoquant d'autres sources visuelles, et surtout en les croisant avec des archives écrites, évidemment, on allait peut-être avoir d'autres angles de vue. Avec des témoignages aussi. Et avec les témoignages, oui. C'est-à-dire faire ressortir peut-être des acteurs de cette histoire qui n'étaient pas au premier plan, qui n'étaient pas les leaders politiques de l'époque, mais qui étaient des militants, puisque ce mouvement, comme vous l'avez dit, ce mouvement était un mouvement social total, comme le disent les sociologues de l'époque, notamment Michel Wewerka, Alain Touraine. C'était un mouvement social total. Donc pour comprendre cette mobilisation extrêmement forte de toute la population polonaise, mais aussi de l'international, eh bien, il fallait peut-être s'intéresser à des acteurs et actrices moins, beaucoup plus, même pas secondaires, mais même d'arrière-plan, c'est-à-dire ces militants qu'on appellerait de base, ou en tout cas ces gens qui avaient participé à cette mobilisation, mais qui n'étaient pas, dont le nom peut-être n'apparaissait pas dans les grands récits historiques que moi j'avais lus. Alors on va y venir évidemment. Alors peut-être juste avant de prendre des exemples très concrets pour illustrer ce que vous venez de dire, est-ce que vous pouvez nous resituer peut-être la situation politique, même si on la connaît, mais ce que j'ai envie de vous demander, c'est qu'est-ce qui, au fond, assez synthétiquement évidemment, qu'est-ce qui distingue la Pologne des autres pays du bloc de l'Est à la fin des années 70 ? Alors oui, c'est très important de comprendre ce contexte, même si, en effet, c'est très difficile de résumer toute la deuxième moitié du XXe siècle en quelques phrases. Je vais quand même essayer de vous donner les quelques éléments importants. Peut-être d'abord rappeler que cette période 45 et donc 89, ou plus exactement 47, 89, puisque 47, c'est le moment où le Parti communiste prend le pouvoir en Pologne. Cette période, elle est traversée par des crises, des soulèvements, des moments de répression très forts et des moments de libéralisation. Donc on a comme ça une succession de ruptures. La première peut-être, c'est justement cette période stalinienne très, très dure jusqu'en 1953, la mort de Staline. Puis, pour l'histoire polonaise, 1956, Gomułka arrive au pouvoir et permet une libéralisation justement de la création artistique notamment et de l'opposition, en tout cas des forces d'opposition. Puis on a les années 60 qui vont marquer au contraire un durcissement de la situation. Tout ça évidemment en rapport au contexte politique international aussi. Oui.
et de la place de l'URSS et du contexte de la guerre froide. Et le moment, je dirais, de rupture très important, c'est 68. Alors en Pologne, c'est mars 68, c'est-à-dire cette révolte des étudiants, mais aussi une crise à l'intérieur du parti. Mars 68, ça représente souvent une sorte de rupture entre l'intelligentsia et le parti. Et 2 ans plus tard va suivre une révolte, mais cette fois-ci de la classe ouvrière, décembre 70. Et cette révolte va être réprimée dans le sang. C'est très important en fait de retenir que en fait on va avoir une série de protestations pour justement plus de liberté syndicale, plus de liberté d'expression. Mais ces protestations vont être portées par des classes sociales différentes. C'est ce que certains historiens appellent les rendez-vous manqués. Les rendez-vous manqués entre la classe ouvrière et la classe des intellectuels ou des étudiants. Donc 68, les étudiants, les intellectuels, 70, les ouvriers. Et en fait, toutes les années 70, ça va être ce moment où ces forces d'opposition vont s'organiser. C'est Edvard Gierek qui est au pouvoir en tant que secrétaire général du parti. On assiste à une grande modernisation du pays. La Pologne va prendre des crédits à l'ouest, elle va se moderniser, elle va construire des routes. Le niveau de vie va également être amélioré. Et surtout, l'opposition politique, donc les intellectuels, vont mieux s'organiser. Et ils vont fonder, en 1976, ce qu'on appelle le COR, le Comité de défense des ouvriers. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on oublie de convoquer quand on fait ce récit, mais c'est important de le comprendre parce que c'est quoi ce comité ? Eh bien, les intellectuels se rendent compte qu'il ne suffit pas de publier, de faire des textes politiques pour exprimer leur désaccord avec le parti. La lettre au parti, par exemple, de Modzelewski et de Courogne. Il ne suffit pas d'écrire, en fait, mais il faut aussi soutenir la classe ouvrière. Et donc, en 1976, ils s'organisent pour accompagner, par exemple, les ouvriers et les ouvrières dans les tribunaux, lorsqu'il y a des procès, lorsque des ouvriers contestataires se retrouvent au tribunal. On va aider les familles aussi qui se retrouvent sans aucune aide financière. Et donc, on va avoir une attention particulière pour les conditions de vie aussi, et un soutien vraiment moral aussi, et je dirais matériel, donc entre les intellectuels et la classe ouvrière. Et ça va être quelque chose de très important qui va mener donc aux grandes grèves de août 80, dont il va être question, donc, que vous avez vu notamment dans le film d'Andrzej Wajda. Alors, peut-être un mot là sur la période, un mot peut-être sur les lieux, c'est-à-dire la spécificité peut-être de ces chantiers navals de Gdansk. Ça n'a pas commencé à Varsovie, ça a commencé à Gdansk. Est-ce qu'il y a une raison particulière que vous pouvez nous décrire? D'abord, peut-être le fait qu'à Gdańsk, c'est une ville qui a attiré beaucoup d'émigration aussi d'autres régions, de toute la Pologne. Donc c'est une espèce de melting pot de gens qui viennent d'ailleurs pour cet énorme chantier naval, qui est le plus grand chantier naval de Pologne, qui embauche, donc, où il y a beaucoup d'opportunités pour trouver un travail. Donc beaucoup de gens de toute la Pologne viennent s'installer à Gdańsk pour travailler dans ce chantier naval. C'est aussi là que la contestation est la plus forte, où, si vous voulez, les journaux tels que Robotnik, par exemple, ouvrier, vont circuler, vont s'organiser à l'intérieur de son chantier naval, des agitateurs, disons comme les appellerait Lénine, des agitateurs qui vont distribuer, sensibiliser les gens à la nécessité de s'organiser et cette conscience que les syndicats qui existent, puisqu'il y a des syndicats, ceux qui dépendent du parti, ne défendent pas vraiment les droits des ouvriers et des ouvrières. Alors, on va donc passer au stade des images d'archives, et des images d'archives qu'on connaît peu. Je vais avancer un petit peu, c'est un peu les images qui ont accompagné notre propos. Donc l'affiche de Nous filmons le peuple, faite par un graphiste polonais, Daniel Horowitz, qui a également fait l'affiche de Solidarność, la chute du mur commence en Pologne, où vous voyez, il s'est inspiré notamment de l'iconographie du chantier naval. Au fond, ces grues gigantesques que vous avez vues dans L'Homme de fer, et cette population assemblée
Donc il a rajouté le buste de Lénine coupé en deux. Et on en vient donc à ces images et la question que vous avez posée, c'est-à-dire les images convoquées dans ce livre. Peut-être pour commencer, je préciserai, donc ce livre, je l'ai composé un peu de manière un peu différente de mes autres ouvrages, c'est-à-dire que je l'ai pensé un petit peu comme une suite de chapitres, presque indépendants les uns des autres, qui commenceraient chacun par une image. Le but, c'était de partir par une image et d'essayer d'amener le lecteur et les lectrices à analyser avec moi et de se poser des questions à partir de ces images. Et donc, une des premières séries qui m'a intéressée et qui ouvre le livre, c'est une séquence que j'avais trouvée dans les archives de l'IPN, de l'Institut de la Mémoire Nationale, qui était une séquence de quelques minutes où on voyait des gens, je ne savais pas ce que c'était, des gens qui étaient regroupés. Donc voilà, une séance d'observation. On voyait que c'était des caméras d'observation. Il y avait des feuilles, des arbres au premier plan. On voyait que la caméra était cachée, en fait. Donc je tombe sur ces images et je voudrais en savoir plus. Je les utilise dans mon film, mais dans un film, on raconte une épopée, donc ça nécessite de passer assez vite. Et dans le livre, je me suis dit que j'allais commencer cet ouvrage, cette histoire, par ces images. Et ces images, qu'est-ce qu'elles montrent? Elles montrent en fait une grève de la faim. Ce sont donc des intellectuels, des étudiants, des ouvriers qui se regroupent le 24 mai 1977 à Varsovie et qui décident, en signe de protestation contre le pouvoir, de mener une action plus médiatique que les autres. Parce que tout l'enjeu, on l'a dit tout à l'heure, c'est de savoir comment s'opposer et comment faire pour que les actions qu'on mène, elles aient une visibilité nationale et internationale, et surtout comment faire réagir, en fait, évidemment, ceux qui... Avec une sorte de pression, finalement. Oui, tout à fait, une sorte de pression de la société pour réagir à ce qui se passe, par exemple aux ouvriers arrêtés et condamnés pour militantisme. Donc, je tombe sur ces images, et c'est vrai que ces images sont étranges. On voit des jeunes avec des couvertures, et je comprends en me renseignant, donc en cherchant d'autres archives, qu'il s'agit de cette fameuse grève de la faim qui a été organisée par notamment Tadeusz Mazowiecki, qui va être une figure politique importante en Pologne et qui est à ce moment-là le vice-président du club des intellectuels polonais. Et autour de lui va se regrouper un ensemble de personnes, donc ils vont être 8 au départ, un petit peu plus nombreux plus tard, qui vont décider donc de se priver de nourriture pendant quelques jours pour attirer l'attention des médias et pour montrer leur désaccord avec le pouvoir. Et plutôt que de voir cet événement par les médias officiels, par les médias internationaux, j'ai décidé de prendre ces images d'observation et d'essayer de voir qu'est-ce qu'elles nous disent, qu'est-ce qu'elles montrent, qu'est-ce qu'elles ne montrent pas, et surtout pourquoi elles étaient faites. Et ce que je trouve assez intéressant dans ces images, c'est qu'il y a des regards caméra, il y a des personnes savaient qu'elles étaient filmées. Voilà, des interactions. Et ça m'a demandé une certaine recherche, de retrouver les personnes qui avaient participé à cette grève, de leur remontrer les images où ils apparaissent, qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient jamais vues, et d'aller aussi dans les archives de la milice pour voir pourquoi on avait envoyé une équipe pour filmer ces grévistes de la faim. Donc cette action, je ne l'ai pas choisie par hasard, c'est vraiment une première action de mobilisation, de protestation, mais pacifique, puisqu'elle se termine par la victoire des grévistes, parce que justement, on parle beaucoup de ce mouvement. Ils souhaitaient obtenir quelque chose en particulier? La libération de ces ouvriers qui avaient été emprisonnés. Et surtout, ça lance un premier mouvement justement de solidarité de gens qui entendent parler de cette grève. J'ai retrouvé par exemple même une carte postale qui venait d'Afrique.
d'un Polonais exilé en Afrique qui avait entendu ça par la radio Free Europa, et d'autres radios, j'imagine aussi, qui se faisaient l'écho de cette grève, et qui envoie aux grévistes son soutien moral pour dire, voilà, vous êtes les représentants d'une société plus large, je dirais, qui n'ose pas forcément se manifester. Ils sont dans quel lieu, là, quand ils sont dans un couvent qui est juste à côté de l'université de Varsovie. Et ça, c'est très important aussi, puisque cette grève, il faut lui trouver un lieu. Et l'un des lieux que l'on peut, un des lieux où la police n'interviendra pas, eh bien, c'est justement l'église. Et le jardin qui est juste à côté, qui jouxte l'église, et le prêtre qui officie qui les soutenait, donc. Qui les soutenait et qui accepte donc d'accueillir cette grève, puisque voilà, il prend le risque, la responsabilité sur ses épaules d'accueillir ces grévistes, puisque faire grève est interdit dans ce pays. Donc c'est une responsabilité aussi. Alors ce qui est étonnant quand je leur ai montré ces images, c'est ce que je raconte un peu dans le livre, c'est que on comprend en fait par ces corps, par des souvenirs qui remontent. Par exemple, ici, vous voyez Bogdan Sewinski, une figure très importante aussi de l'intelligentsia polonaise, cofondateur d'une revue qui est en lien avec la revue Esprit, la revue Więź. Et alors là, il y a une petite anecdote que je voudrais vous raconter très, très brièvement. Mais quand je suis venue présenter mon film, ici, il y a 2 ans, donc Solidarność, à la fin de la projection, une jeune femme vient me voir parce qu'elle venait de reconnaître dans mon film donc son grand-père. Et son grand-père, c'est lui, c'est Bogdan Sewinski que je vous ai montré. Et moi, je n'avais pas pris contact avec lui, donc elle vient me voir en me disant, mais voilà, je viens de voir mon grand-père dans ces images d'observation que vous avez montrées. Et donc on a décidé ensemble de faire un entretien avec, donc c'est Emilia Cewinska, qui est partie donc en Pologne, montrer ces images à son grand-père. Elle a fait un film sur ses grands-parents et surtout, elle m'a permis donc de faire parler cet intellectuel très important de re-raconter donc cette grève, notamment les sentiments corporels qu'ils avaient. Par exemple, il me dit que ce n'est pas la faim qui le faisait le plus souffrir, c'est le froid. Parce que là, on est en mai, on est en printemps, donc j'étais un petit peu étonnée de ces couvertures que l'on voit. Et bien c'est le froid qui envahit le corps lorsqu'il ne mange pas. Mais on voit aussi dans ces images une sorte de complicité, une sorte de lien qui se crée aussi entre ces grévistes, une force aussi spirituelle, puisque à l'intérieur de ce groupe, il y a des catholiques, il y a un juif. Ce n'est pas une protestation religieuse du tout, mais pendant la journée, il faut bien s'occuper lorsqu'on ne mange pas. Et donc, ils font des lectures d'ouvrages de philosophie, ils lisent des ouvrages, notamment de Gandhi, sur la résistance pacifique. Et il y a comme ça cette force vraiment collective. C'est le fil rouge du livre. C'est oui, bien sûr. Qu'est-ce qui fait cette force collective, et cet événement m'a semblé en effet important. Mais ces images d'observation, il y en a beaucoup dans toutes les périodes. Là, vous voyez l'image de mars 68, filmée aussi par ces opérateurs. Et donc, elle m'oblige aussi à tourner mon regard d'historienne sur ces opérateurs qui filmaient. Pourquoi ils filmaient? Quelles étaient leurs intentions? Et là, vous voyez cette main posée comme ça sur la caméra, ces interactions assez troublantes entre ceux qui se savent filmer et ceux qui filment. Et j'ai essayé de penser aussi cette main justement posée, ou ce regard un peu provocateur. C'est une sorte de forme aussi de résistance, je sais que je suis filmée, je sais que ces images vont peut-être être utilisées contre moi. Lors d'une manifestation. Lors d'une manifestation, j'en ai trouvé beaucoup des images justement. Vous voyez, ça, on voit le cadre d'une voiture, parce qu'il y avait plusieurs techniques de filmage dans une voiture avec un point, ce qu'on appelait le point mobile. Et donc j'ai retrouvé aussi les consignes qui étaient données à ces opérateurs. Est-ce qu'ils devaient se montrer ou pas? Se montrer permettait aussi de faire davantage pression sur les manifestants, puisque vous voyez, on vous filme, donc vous êtes mis en danger. Il y a un peu cette idée-là
de surveillance qu'on ne peut pas ignorer en quelque sorte. Exactement. Et dans les archives donc, de l'Institut de mémoire nationale, j'ai retrouvé donc même ces images de formation de ces photographes et opérateurs qui donc, on leur explique quel matériel utiliser, comment ranger l'appareil, comment se positionner et comment organiser ces opérations de surveillance. Ces images aujourd'hui, elles ont été conservées, certaines ont été détruites. On a beaucoup de mal à estimer les pertes, en fait. Il y a eu des destructions, notamment dans les années 80, dans les archives. C'est connu comme des opérations de destruction. Mais ces images sont à la fois accessibles, mais il faut faire une demande, il faut aller dans ces archives, les retrouver, elles sont disponibles. Si on fait cette démarche qui est un petit peu laborieuse, longue, oui, mais qui est tout à fait possible. Et ces images, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elles sont libres de droit. Oui, bien sûr. Puisqu'on ne peut pas retrouver vraiment... Enfin, les opérateurs, ceux qui filmaient ou les photographes, étaient des agents de l'État. Donc, en quelque sorte, ils n'avaient pas de droit d'auteur et donc elles n'appartiennent vraiment à personne. Donc là, on voit des photos, mais ça pouvait évidemment être des films. Là, je vous ai pris des captures d'écran d'une petite séquence filmée. Voilà. Mais il y avait donc des séquences filmées et des photographies dans les manifestations. Et parfois des photographies aussi de gens arrêtés, par exemple des portraits avec leur nom, leur prénom qu'on peut identifier. Alors on va enchaîner avec le cœur du sujet, c'est-à-dire les grèves à Gdansk. Donc évidemment pour tout événement historique et particulièrement du XXe siècle, il y a des images emblématiques qui sont reprises par la presse et puis il y a des images beaucoup moins connues qui passent pas forcément à la postérité. Vous avez rechercher les deux, j'ai envie de dire. Alors peut-être vous pouvez nous commenter quelques images emblématiques que certains ont pu oublier ou qui vont redécouvrir ce soir, et puis les à côté, j'ai envie de dire, du mouvement. Alors, c'est très juste. Quand j'avais commencé la réalisation du film sur Solidarność pour Arte, les rédacteurs d'Arte souhaitaient évidemment, avaient pour cœur de revoir des images très fortes qui avaient marqué leur jeunesse. Et donc, vous vous souvenez peut-être, les images de Wałęsa, les images de ces chantiers. On avait comme ça à l'esprit, en tout cas, c'était peut-être une mémoire aussi générationnelle un peu différente, mais on avait une sorte de réservoir d'images fabriquées, façonnées par les médias de l'époque. Et j'ai voulu évidemment retrouver ces images, notamment dans les archives de l'INA, voir ce qu'on avait vu à l'époque, ce que les journalistes envoyés du monde entier, notamment français, avaient saisi donc, de cet événement, ce qu'ils avaient vu. Parce qu'une des questions que j'aborde dans ce livre, c'est que j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'on voit et à partir de ce qu'on sait ou de ce qu'on attend, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'un journaliste, un grand reporter français qui arrive à Gdańsk, par quoi son regard va être attiré, et au contraire, ou peut-être différemment, par quoi va être attiré le regard d'un journaliste polonais qui travaillent dans un journal. Ils ne vont pas voir les mêmes choses, ou en tout cas, ils ne vont pas être attirés par les mêmes détails, par les mêmes situations et par les mêmes scènes. Par les mêmes personnes aussi. Ou par les mêmes personnes. Parce que Wałęsa, quand il a été, Lech Wałęsa, quand il était au début, il n'était pas Lech Wałęsa. Donc, il était l'un parmi d'autres. Donc, voilà, qu'est-ce qui fait que tout à coup, on se met à voir une personnalité plus qu'une autre. Donc, j'étais partie d'images iconiques, et notamment de celle-ci, qui est une photographie qui avait fait la une de nombreux journaux mondiaux, en fait, aux États-Unis, en France, en Angleterre, qui était une photographie de Alain Keller. Alain Keller, qui était un photographe donc, de l'agence Sigma, et qui avait été envoyé à Gdańsk pour rendre compte donc, de ces grèves. Et cette photographie qui s'appelle donc la confession publique, je vais vous la décrire un petit peu comme je la décris dans le livre. Vous voyez le portail, le célèbre portail donc qui permettait d'entrer. Là, nous sommes à l'intérieur du chantier. Vous voyez cette phrase « Dziękujemy za dobrą pracę », ça veut dire « merci pour votre bon travail ».
Donc c'est la phrase que lisent les ouvriers, les ouvrières lorsqu'ils sortent après leur journée de travail. Il faudrait mettre ça oui, j'y pensais, à la sortie du cinéma Jean Eustache. C'est très mobilisateur comme formule. Donc on vous remercie tous les jours pour votre bon travail. Et ce qui est assez amusant, évidemment, dans une situation de grève. De l'autre côté du portail, vous voyez toute la population qui s'est rassemblée, population de la ville qui vient prendre des nouvelles des grévistes. Lorsqu'on zoome sur cette image, on voit des visages de femmes, d'enfants qui apportent de la nourriture, qui donnent des nouvelles. On ne sait pas trop ce qui est en train de se passer. Et vous voyez surtout au milieu donc, de cette photographie une scène de confession. Donc deux confessions en parallèle, puisqu'une messe a été organisée au chantier pour rassembler les grévistes, pour organiser aussi le quotidien des journées aussi, et pour mobiliser moralement, également remobiliser à travers les chants, à travers les prières, redonner espoir en quelque sorte Ça fait déjà aux grévistes. Un certain temps que les grèves ont commencé. Ça fait une semaine que les grèves. Donc là, on est un petit peu plus. On est le 24 août 1980, et c'était justement cette idée de comment remobiliser en quelque sorte les grévistes, et cette idée donc de convaincre l'Église d'organiser une grève à l'intérieur donc du chantier. Et c'est ce qui marque le plus donc les photoreporters venus de l'étranger, c'est cette spiritualité, c'est la place aussi de la religion catholique évidemment à l'intérieur, imaginez-vous, du bloc de l'Est, du bloc de l'Est et d'un chantier naval c'est en fait cette manifestation de la religiosité dans l'espace public. C'est surtout ça et on le voit dans les images qui étaient photographiées ou filmées, montrées dans les médias, le portrait de Jean-Paul II accroché sur le portail, la Vierge Marie, et cet élan religieux. Alors évidemment, tout cela s'explique aussi par le fait que nous avons le pape Jean-Paul II, qui est polonais, venait d'être élu. Il avait fait son voyage, son célèbre séjour en Pologne en 79, donc quelques mois auparavant, et qui, à travers ses homélies, avait cherché aussi à rassurer, et à travers donc cette célèbre phrase « N'ayez pas peur », pour remobiliser aussi le courage et l'espoir des gens. Donc cette photographie, on voit tout de suite la force photogénique en fait à la fois de cette intimité du confessoir qui est mis en scène à l'intérieur donc d'un lieu de travail, la concentration de ces grévistes, elle est formidable, et c'est pour ça qu'elle a aussi eu autant de succès. On a l'impression qu'il y a une forme de recueillement. De communion collective très forte, assez impressionnante. Et cette communion, d'ailleurs, on en parle beaucoup lorsqu'on réfléchit dans les textes sur la question de l'Église, c'est-à-dire c'est une communion qui va au-delà de simplement l'adhésion au catholicisme, c'est une communion aussi, c'est ce qui permet d'être ensemble. La nation polonaise se rassemble, il y a dans les personnes qui participent à cette messe, des gens qui ne sont pas forcément croyants, mais ou profondément croyants, mais qui, à ce moment-là, se voient rassemblés et qui, encore une fois, par ces prières communes, retrouvent une espèce d'espoir et de confiance. Alors, vous le disiez tout à l'heure, il y a un personnage qui va émerger très rapidement. Donc oui, dans ces images médiatiques aussi, il y a donc le portrait de l'Hervé Winsac qui tous les jours s'adresse, qui a un charisme très très fort et une capacité à parler au peuple rassemblé. Cet électricien de Gdańsk qui est une sorte de talent oratoire incroyable et qui va rapidement s'imposer aussi aux yeux donc, du comité de grève, bien sûr, mais aussi aux yeux donc, des médias. Des médias qui vont le choisir comme visage qui incarne ce mouvement de Solidarność. Et donc on a beaucoup de portraits évidemment de lui qui vont circuler dans la presse et qui vont être reproduites. Là vous voyez donc le portrait de Jean-Paul II juste en dessous. Mais ce qui m'a intéressée, c'est de dépasser un petit peu ces images médiatiques et donc par exemple
lorsque j'ai vu la photographie d'Alain Keller, je me suis intéressée à la planche contact et donc aux autres photographies qu'il avait faites. Par exemple, celle-ci, on l'on voit Valéza en train de s'assoupir quelques heures, puisque c'était une grève d'occupation. Donc, ils ne quittaient pas le chantier, donc ils dormaient sur place, ils mangeaient sur place, ils occupaient les lieux. Et voilà, ce genre de photographie m'intéresse en contraste, évidemment, avec le grand orateur qui prend la parole, un moment de pause, genre de photographies qui ne vont pas être publiées. Qui ne sera jamais vu par le public. Qui ne sera jamais vu par le public à l'époque. Et dans la même série, j'ai retrouvé cette image-là que j'aime beaucoup, de toute une série d'un photographe qui s'appelle Trebeck et qui a fait une suite de photographies sur les conditions de vie, notamment au chantier. Mais cette photographie-là, je l'aime beaucoup parce qu'on voit cette même scène que l'on avait vue de Wałęsa parlant, mais avec la construction, si vous voulez, du héros, ce prémontoire qui est en fait un petit camion issu du chantier sur lequel il va grimper tous les jours. Donc il y a quelque chose de presque dérisoire et d'artisanal aussi dans la construction de ce leader politique. Alors ces photos extrêmement plastiques, très belles aussi, donc prises à l'intérieur du chantier, qui m'ont permis, dans le livre, d'interroger justement les conditions de vie. Alors ici, vous voyez une des femmes très importantes, donc Anna Valentinovic, qui a été donc licenciée à quelques mois de son départ à la retraite, et c'est pour la soutenir que les grévistes ont lancé cette grève. Donc ça a été le point de départ. Et ici, on la voit en train de préparer rapidement un sandwich. Donc des images un peu anodines de la vie quotidienne, mais qui montrent et qui nous obligent surtout à poser cette question de comment on organise une grève, des questions qui intéressent aussi les lecteurs et les lectrices d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment on fait une grève de manière très pragmatique. Là, à travers les seaux, vous voyez ce seau que l'on posait comme ça sur la table, ces bouteilles de lait aussi en verre, typiques de la période communiste en Pologne, qui montrent aussi la solidarité donc, de la population qui apporte un cochon, des cornichons, des bouteilles de lait, une sorte de mobilisation aussi du monde paysan autour donc, de ce chantier pour soutenir les grévistes pour qu'ils puissent durer et jusqu'aux négociations avec le parti. Et cette série-là que j'aime beaucoup, qui a donné lieu d'ailleurs à la couverture donc, du livre, c'est parce que je suis allée chercher aussi des photographes femmes. Je me suis demandé, parce qu'il y avait beaucoup de majorité donc, de photographes hommes, et j'ai trouvé cette photographe dont j'apprécie beaucoup le travail, Małgorzata Bruck, qui elle photographie aux alentours, donc aux frontières de ce chantier, et qui montre donc les moments comme ça de connivence entre la population qui vient donc tous les jours parler aux grévistes. Et à travers elle, ce qui m'a permis aussi de voir quelle est la formation aussi de cette photographe qui en fait était une photographe professionnelle qui travaillait au chantier naval à côté et qui photographiait donc les navires, qui faisait des photographies officielles. Et qui, bien sûr, son appareil photographique a été confisqué au moment des grèves, puisqu'il fallait confisquer tous les outils. Et contrôler le nombre de photographies prises et pas prises. Et ça, c'est un appareil photo que lui a prêté donc, un de ses amis photographes, qui était parti à Varsovie pour vendre les portraits de Wałęsa à la presse étrangère, et qui lui dit, bon, bah, je te laisse mon appareil photo, comme ça tu en profites pour faire quelques photos. Et elle fait ces très belles photos, justement, beaucoup moins connues, qui n'ont jamais été vues, qui montrent justement des moments de pause par rapport à ces scènes très spectaculaires, et qui nous obligent à poser peut-être d'autres questions face à cet événement historique. Donc là, c'est le ravitaillement. Là, c'est le ravitaillement, c'est le moment où on tente de savoir un petit peu ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on sait. En fait, quand le moment de la grève apparaît, il y a aussi qu'est-ce qu'on sait à quel moment. C'est-à-dire comment circule l'information. Cette information elle va circuler justement par le biais de cette grille. Là, vous voyez, j'ai appelé ça les scènes de parloir parce qu'on voit le grillage qui sépare donc l'intérieur du chantier naval et la rue.
Vous voyez ce vélo, alors c'est un vélo anodin, mais ce vélo me permet aussi de rappeler que cette grève était générale, donc les tramways ne fonctionnaient pas, donc il n'y avait pas de moyens de circulation, donc les gens se déplaçaient à pied ou à vélo. On voit aussi donc toute cette ville à l'arrêt, en quelque sorte, et ce moment de suspension unique d'union fraternelle, c'est une expression de Karol Modzelewski, d'union nationale fraternelle qui montre, à la suite de ces rendez-vous manqués, tout à coup ce moment où les ouvriers, les ouvrières, les intellectuels qui viennent de Varsovie, et cette population qui se rassemble pour soutenir donc les grévistes et les revendications qu'ils ont écrites sur un tableau et qu'ils ont affichées, ces 21 revendications qu'ils ont affichées à l'entrée du chantier. Et peut-être juste une petite phrase sur pourquoi est-ce que j'utilise ce type d'image, parce que en fait ça me permet de raconter différemment cette histoire. Parce que pour un lecteur d'aujourd'hui, lectrice d'aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de reconvoquer des événements, mais de partir, encore une fois, de ces personnages secondaires ou d'arrière-plan pour essayer de trouver un autre fil à l'histoire. Alors, on va revenir sur le film qui a été projeté tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'à Pessac, et bien sûr, on s'intéresse depuis des années, depuis des décennies, au rapport entre cinéma et histoire. Dans l'histoire du cinéma, L'Homme de fer est un cas complètement atypique. Vous allez pouvoir nous l'expliquer, parce que c'est un film qui participe, qui est au cœur de l'événement historique. C'est pas après, c'est vraiment pendant, et non seulement pendant, mais ça participe au sens propre du terme. C'est-à-dire que c'est un film qui est solidaire, en fait, des grévistes. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment tout ça s'est passé? C'est un film passionnant à la fois dans sa forme finale. Vous avez peut-être ceux d'entre vous qui l'ont vu. On va voir un petit extrait, peut-être pour resituer ce film. On va vous montrer un extrait de quelques minutes issu de Nous filmons le peuple, où je suis allée voir Andrzej Wajda pour essayer de lui faire raconter justement le contexte de ce tournage. On va peut-être commencer par cet extrait. Et ensuite, je reviendrai sur ce tournage donc très particulier qui a commencé quelques mois après la victoire donc, des grévistes de Gdańsk. Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez a. Podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, b. Wajda ne reconstitue pas l'histoire. Il l'écrit en mêlant constamment des images d'archives à la fiction et en faisant de Maciek le bras droit de Lech Walesa. Maciek, c'est le héros dans lequel chaque gréviste peut se reconnaître et dont chaque femme peut s'éprendre. Andrzej Wajda i Lech Wałęsa. Ja pamiętam ten moment. Ja pamiętam, kiedy Andrzej tłumaczył Wałęsie, jaką funkcję on spełnia w filmie. Dlaczego warto jest, żeby się pokazał. Kompletnie nie rozumiał, gdzie trafił, po co się tu znalazł. On sam, bo wiedział, jaki film powstaje. Wiedział, mówił, że nie możemy skłamać, że musimy zrobić prawdę. Zaczepiali nas ludzie na ulicach. Mówili, że musimy nakręcić prawdę. I wtedy, jak Andrzej Wajda postanowił, że on za wszelką cenę musi być w tym filmie upamiętniony, jako on, jako Wałęsa. Wałęsa przyjechał oczywiście natychmiast, ale kompletnie nie rozumiał, dlaczego. Nagle miał coś składać nam życzenia. Wszystkiego najlepszego na tej poważnej drodze życia. Myślę, że jednak z tej powagi skorzystajcie. A jak będziemy trudności, to wiecie nas jako świadków, że zawsze wam pomożemy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. W ten sposób, ale ponieważ liczę, że to małżeństwo będzie demokratyczne, więc chciałem to demokratycznie powiedzieć. Dziękuję. L'Homme de fer est fait dans une urgence portée par toute l'équipe.
À tout moment, le tournage peut être interdit par les autorités. Dans les archives d'Andrzej Wajda, j'ai retrouvé un courrier de Gilles Jacob, président du Festival de Cannes. Sa lettre rappela à tous que Wajda était soutenu à l'Ouest. Cher Andrzej, je sais que vous êtes en train de réaliser L'Homme de Fer, et je serai très heureux et fier de le présenter à Cannes. Je pense que vous serez prêt assez tard, mais vous savez que pour vous, nous sommes prêts à réserver une place de choix dans le programme, pourvu que si un problème technique de dernière heure se posait, et que vous ne puissiez être prêt à temps, vous nous préveniez, pour permettre à un autre cinéaste d'un autre pays d'être présent. Avec mon fidèle souvenir et mon amicale admiration, Gilles Jacob. Szef kinematografii wcale nie miał zamiaru posłać tego filmu na festiwal do Cannes. I normalnie przez te wszystkie lata ja rozumiałem, że jak on nie ma zamiaru, to nie ma żadnego odwołania, bo ja nie miałem, nikt nie stał za mną. A tu nagle okazuje się, że za mną stał wielki, potężny, wielomilionowy związek zawodowy Solidarność. I nagle do ministra kultury zaczęły przychodzić telegramy podpisane załoga Huty Lenina. Tam tysiące ludzi. Domagamy się, żeby film był pokazany w Cannes. Przecież nawet nie wiedzą, gdzie to Cannes jest. I to było fantastyczne. To był najpiękniejszy moment w moim życiu, bo rozumiałem, że te filmy są dla kogoś robione. Beaucoup d'émotions. Oui, de revoir Andrzej Wajda. Alors peut-être revenir sur la jeunesse du film L'Homme de Fer, parce qu'il faut comprendre un petit peu, là vous avez une sorte de synthèse de toute l'histoire de ce film. L'idée de départ de ce film est née pendant les grèves. Andrzej Wajda, comme d'autres intellectuels, artistes, était venu au chantier pour soutenir les grévistes. À l'époque, c'était un cinéaste déjà connu, reconnu. Il avait fait L'Homme de marbre quelques années auparavant, qui racontait l'histoire de la Pologne, notamment de la période stalinienne, à travers la figure d'un ouvrier stakhanoviste. Donc les ouvriers, les ouvrières le connaissaient, et donc il a été accueilli à bras ouverts pendant les grèves. Et la légende veut, mais elle circule, et j'ai envie d'y croire, qu'un ouvrier l'aurait apostrophé pour lui demander « Et maintenant, monsieur Andrzej, panie Andrzeju, il faut que vous nous fassiez la suite de L'Homme de marbre, faites un film sur nous. Faites un film sur nous, grévistes, sur l'homme de fer, après L'Homme de marbre. » Donc Wajda revient à Varsovie, lance ce projet donc, à son scénariste. Donc vous voyez, on est au cœur de l'action, c'est-à-dire on est au cœur de l'événement, au moment même où ont lieu ces grèves. Le projet du film naît. Ça prend quelques semaines, quelques mois pour écrire le scénario, pour le faire valider. Et en décembre, compte tenu du rapport de force en faveur de Solidarność, qui donc maintenant est un syndicat légal qui a le droit d'exister, en décembre 80 commence le tournage donc au chantier naval. Alors on est en décembre, vous voyez cette photographie de tournage m'a beaucoup marqué parce que par rapport donc aux grèves qui se passent en plein mois d'août avec des pelouses disons chauffées par le soleil, là Wajda se retrouve au mois de décembre au chantier naval, donc avec la neige, le froid, on n'est plus du tout dans les mêmes conditions, il doit faire avec, lui qui veut tourner avec la population de la ville, il veut tourner sur place, et donc vous voyez ici nos deux acteurs avec les grues en arrière-plan. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est qu'il a au tout début demandé à ce qu'on reconstitue dans un studio le portail, le fameux portail du chantier. Et son scénographe, donc Alan Stalski, qui est pourtant quelqu'un d'extrêmement doué, a reconstruit donc ce décor. Et Wajda n'était pas satisfait. Il a dit non, il faut qu'on tourne sur place, vraiment, dans les lieux. Revenir sur les lieux de la grève, et pire, et je dirais pire que ça, non seulement revenir dans les lieux, mais avec les gens. Et il a demandé à la population et donc aux grévistes de venir jouer les figurants, de s'habiller comme ils étaient habillés
pendant les grèves, puis pendant les accords, et de revenir, de s'asseoir à la même place dans la grande salle où ont été signés donc les accords. Donc vous voyez le travail cinématographique qui est aussi une manière de faire revivre à la population cet événement très récent qu'ils ont vécu au mois d'août, avec ces quelques mois avec en fait la conscience d'une victoire. Donc de revivre l'histoire, en quelque sorte, de rejouer l'histoire pour réaliser ce film. Et ce qui est très magique dans ce film, et très, très fort aussi, c'est qu'il décide de mélanger plein de matériaux différents, à la fois des acteurs, donc les outils d'un film de fiction. Il demande à Kristen Nyandak. Oui, des acteurs très connus. Voilà, des acteurs très connus. Et en même temps, il demande donc à la population de faire les figurants. Et en même temps, il écrit sa mise en scène par rapport à des documents d'archives que les habitants lui déposent. C'est-à-dire que, sachant que le tournage a lieu, chacun apporte ses photos. Il y a même un dépôt d'archives sonores de la milice que quelqu'un a déposé, donc les discussions dans les talkie-walkie qui se passaient pendant les grèves. Donc on a comme ça une sorte de dépôt spontané de la population pour ce film qui, on le sait, va être une sorte de monument à la gloire donc de ces ouvriers et ouvrières mobilisés et qui va marquer non seulement l'histoire du cinéma, mais l'histoire tout court. Par exemple, cette photographie très célèbre qui date donc de décembre 70, donc c'est la dépouille de Zbigniew Godlewski qui était portée à travers la ville après donc la révolte de décembre réprimée dans le sang, et Wajda voit cette photo et remet en scène exactement de la même manière cette période des années 70 dans le film. Donc on a voilà, une reconstitution. Dans les archives, j'ai trouvé également cette photographie qui m'a beaucoup intéressée. C'est la seule scène du film qui a été censurée et que Wajda a accepté de couper, puisqu'il y a eu évidemment tout un rapport de force de négociation sur ce scénario et le film final. Et ici, on voit donc un militant un opposant dont le corps a été retrouvé dans le fleuve. Et cette scène donc montre évidemment la répression la plus violente. Et les autorités demandent à Wajda de couper cette scène. Et c'est la seule trace qui reste donc de ce scénario. Vous voyez donc le tournage de cette scène. Alors évidemment, on pourrait développer beaucoup sur l'homme de fer. Peut-être quand même juste, parce que l'heure tourne, un mot sur le Festival de Cannes, parce qu'on est en 1981, qui pour la France est une date qui résonne aussi. Bien sûr. Et donc le film est bien présenté à Cannes, il repart. Oui, c'est ce que disait Wajda, c'est que l'envoi du film à Cannes est un enjeu politique très important. La pression est telle que les autorités de la cinématographie ne peuvent pas ne pas envoyer ce film. Et lorsqu'il reçoit la Palme d'Or, évidemment, c'est une sorte d'apothéose, d'explosion de joie. C'est-à-dire que c'est une reconnaissance à la fois, évidemment, du travail cinématographique, mais c'est aussi, évidemment, une palme politique en hommage à Solidarność. Et donc c'est une sorte d'apogée, d'alliance entre le cinéma et l'histoire, et surtout une reconnaissance à l'international qui va jouer en faveur de Solidarność, évidemment. Puisque cette palme, lorsque Wajda rentre au pays, il l'a dédiée à Solidarność, et c'est encore une fois une sorte d'adoubement de l'étranger supplémentaire. Alors, Solidarność, c'est effectivement à la fois des manifestations et un succès politique dans un premier temps en Pologne, mais vous l'avez dit, à l'international. Et donc Lech Walesa devient une figure mondiale, internationale, qui est filmée, qui est photographiée et qui va se déplacer. Tout à fait. Alors pendant que le scénario le film L'homme de fer fait connaître encore plus Solidarność à l'international, Lech Wałęsa devient une figure donc charismatique qui va être invité beaucoup dans le monde entier et surtout par les syndicats pour venir raconter évidemment ce qui se passe en Pologne. Il va être invité par de nombreux syndicats. Ça va être très compliqué pour lui de voyager
il se passe beaucoup de choses en Pologne, il faut qu'il soit sur place. Mais il va accepter l'invitation de la France, et notamment de la CFDT, parce qu'il y a une sorte de dette à l'égard, ça je l'explique dans le livre, à l'égard de la CFDT qui avait envoyé de l'argent pendant les grèves de août. C'était le premier syndicat français qui a envoyé donc de l'argent au chantier naval. Et donc pour remercier la CFDT, Lech Wałęsa décide donc on va changer d'image, de venir à Paris. Et donc, j'ai choisi de consacrer un chapitre du livre à ce voyage parce qu'il me semblait que c'était important de voir justement comment cet homme qui n'est pas un chef d'État, qui est un leader politique, celui qui fait la une de gala, de tous les magazines People aussi, celui dont on connaît le visage, comment on va l'accueillir en France, sachant qu'il est invité par les syndicats. Donc évidemment, diplomatiquement, c'est très délicat, on ne peut pas le recevoir officiellement. Comment il va être accueilli, comment lui va se comporter, sachant que c'est le deuxième voyage de sa vie. Le premier, c'était au Vatican. Il avait été invité quelques mois auparavant par Jean-Paul II, où il est allé avec son épouse. Et là, en fait, c'est la deuxième fois de sa vie qu'il sort des frontières de son pays. Il faut se représenter ce que ça veut dire pour Lech Wałęsa d'aller dans cette capitale, invité par les syndicats français. Il n'est pas seul, il est accompagné d'une délégation de militants, de conseillers aussi. Geremek notamment, qui est francophone, va beaucoup l'aider à agir et à parler en France pour l'aider en fait à se comporter. Et pour comprendre un petit peu le déroulement de ce voyage, donc là on est en octobre 81, il arrive le 14 octobre, c'est un voyage qui dure une petite semaine. Je suis allée chercher dans les archives de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, où on filme donc tous les jours l'arrivée de Lech Wałęsa à l'aéroport d'Orly. Et donc on voit comment il prend la parole. Évidemment, c'est intéressant. Donc il est accueilli. Alors là, je montre aussi une banderole de la CGT parce que la CGT, évidemment, un peu plus gêné de la manière de réagir officiellement à Solidarność, mais les militants souhaitent accueillir très activement Wałęsa à l'aéroport. Donc on voit ces grandes banderoles de la CGT et on a un petit peu un jeu de coude très intéressant entre les représentants des syndicats pour être au premier plan et être aux côtés de Wałęsa, puisqu'il est accueilli par plusieurs délégations. Et ce qui est intéressant, ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir comment ce grand orateur, ce grand tribun, se retrouve à s'adresser à son public sans parler la langue, évidemment, puisqu'il ne parle pas français. Donc c'est la première fois qu'il dit, moi qui d'habitude parle sans papier, il sort son petit papier parce qu'il est très ému, il est peut-être moins à l'aise qu'il ne l'était en Pologne, au chantier naval de Gdańsk. Et donc à travers cette visite diplomatique, j'interroge aussi donc la manière, ce que les syndicats français voient dans le mouvement Solidarność, ce qu'ils attendent de Solidarność. Ils vont être accueillis, ils vont recevoir des conseils aussi, puisque le but c'est d'organiser des voyages de formation aussi des militants de ce nouveau syndicat. Mais aussi, je pense, pour les syndicats français, notamment pour la CFDT, d'avoir un peu de recueillir l'aura romantique et très héroïque, en fait, toute cette épopée révolutionnaire qui est quand même qui a existé dans les consciences et de se montrer proche donc de cette épopée qui a marqué les esprits. Et donc on voit des discours qui sont faits notamment par Edmond Maire ici sur cette photo qui organise donc des discours communs aussi et qui organise notamment rencontre avec Simone Signoret et Yves Montand à l'Olympia.
Alors voilà, ces images, elles avaient circulé, moi je les avais vues, elles sont assez célèbres, mais quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit aussi que Lech Wałęsa n'était pas forcément très heureux. Il ne connaissait pas Yves Montand. On lui a dit, il faut que tu ailles à l'Olympia, et il a fini par accepter, parce que ça fait partie aussi d'une manière de rendre hommage au soutien des intellectuels et des artistes français, qui a joué énormément évidemment dans le soutien à Solidarność. Donc tout ça, j'essaye de l'expliquer, comment Lech Wałęsa est pris en fait dans une espèce de réseau de soutien qui parfois le dépasse un petit peu, mais qui mettent en fait en scène à la télévision française ces grandes figures d'intellectuels qui soutiennent Solidarność. Alors, la suite de l'histoire, c'est l'état de guerre très peu de temps finalement après ce voyage, avec une mobilisation phénoménale, à la fois en France et dans d'autres pays, de solidarité. Mais peut-être que vous pouvez nous parler du journal télévisé, parce que c'est quand même les images que les Français, les personnes des autres pays regardent pour essayer de comprendre l'actualité. Et donc, comment se déroule le journal télévisé du 13 ou du 14 décembre 1980 ? Alors donc cette rupture nette avec l'espoir de Solidarność qui est anéanti avec la mise en place donc, de la loi martiale du général Jaruzelski le 13 décembre 1981. On va célébrer d'ailleurs les 40 ans de la mise en place de la loi martiale. Alors en effet, donc on est décembre 81, donc on est 1 an et demi après les grèves. Pendant un an et demi, Solidarność et le pouvoir sont dans un rapport de force, une sorte de double pouvoir. Le syndicat existe, mais les structures juridiques et institutionnelles ne permettent pas à ce syndicat vraiment de prendre en charge les affaires du pays. Et donc il y a une sorte de situation un peu instable et qui aboutit finalement à la loi martiale, à l'état de guerre, c'est-à-dire au succès de la frange la plus dure du parti qui veut réprimer donc de ce syndicat. Et lorsque l'état de guerre est annoncé, il y a d'abord évidemment cette surprise, cet étonnement, même si aujourd'hui beaucoup de gens vous disent qu'ils le pressentaient, etc. Mais il y a d'abord un grand choc de toute la population polonaise. Qu'est-ce que c'est l'état de guerre ? C'est les lignes téléphoniques coupées, le couvre-feu, on n'a plus de contact avec l'étranger, les frontières sont bloquées, les arrestations surtout, c'est-à-dire des milliers de militants qui vont être arrêtés chez eux, emmenés dans des centres de détention, des chars dans la rue, des écoles fermées. Enfin voilà, c'est ça la loi martiale. Et évidemment l'impossibilité de filmer ou de photographier, puisque la télévision est prise d'assaut et elle est réquisitionnée en quelque sorte, toutes les caméras sont confisquées, donc on ne peut pas garder de traces. Le but c'est pour le pouvoir aussi de contrôler les images qui vont sortir du pays. Donc lorsqu'on regarde les journaux en France à ce moment-là, les journalistes sont eux aussi en manque d'informations, ils veulent essayer de comprendre ce qui se passe, donc ils invitent des intellectuels, des spécialistes de la situation polonaise, et ils essayent aussi d'avoir des images de ce qui se passe, qui passe notamment par d'autres pays du bloc de l'Est. On a très peu d'images de ce qui se passe vraiment. On voit un opérateur français qui était là par hasard, qui filme pas grand-chose finalement, puisqu'il n'y a pas forcément grand-chose à voir. Beaucoup d'opérations qui se passent la nuit, on voit des chars, mais finalement, qu'est-ce qui se passe vraiment dans le pays ? On ne le sait pas tout de suite. Par contre, la mobilisation est immédiate. Pourquoi ? Parce que justement, on a préparé l'opinion publique en quelque sorte française. Il y a eu cet élan de sympathie pour la Pologne. Vous vous souvenez des badges de Solidarność, des t-shirts avec ce logo très célèbre. La population française est préparée à réagir. En tout cas, on est au courant de ce qui se passe. Wałęsa est venu parler de l'espoir que représente Solidarność. Et donc, la mobilisation est immédiate des syndicats, évidemment, français, des manifestations
dans la rue dès le 14 décembre, des manifestations devant l'ambassade de Pologne, notamment, qui regroupent, et là, justement, je suis allée chercher des images donc, des militants qui montrent très bien la diversité aussi. C'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, des positions politiques aussi des uns et des autres, des associations, des comités aussi de soutien. Qu'est-ce qui fait qu'ils adhèrent ou qu'ils soutiennent Solidarność, leur combat, évidemment, le combat de l'extrême gauche. Mais ces combats d'extrême gauche, ils vont croiser, et on le voit sur ces photographies, l'émigration polonaise installée à Paris, vous le voyez ici, avec la tenue traditionnelle. Donc il y a des situations un peu paradoxales, par exemple lorsque, lors d'une manifestation, on se met tout à coup à chanter l'Internationale. Pour des Polonais, l'Internationale, ce n'est pas la même chose que l'Internationale pour des Français, on va dire. Ça n'a pas du tout la même signification. Donc l'international pour des Polonais, c'est l'URSS, c'est la domination soviétique. Ça ne représente pas du tout cet élan d'espoir que cette chanson n'a pas la même sonorité. Sonorité. Et donc on a ces contrastes-là dans les personnes rassemblées autour de l'ambassade de Pologne à Paris. Et on voit aussi toute une action médiatique. Alors j'aurais pu en choisir d'autres, mais j'ai choisi ce plateau télévisé qui m'a beaucoup intéressée parce qu'il y a notamment, c'est un plateau télé parmi d'autres, pour essayer de voir comment l'état de guerre prend place dans l'actualité. Et ici, on voit donc Serge Gainsbourg qui est interrogé parce qu'il vient de sortir son nouveau disque. Il est interrogé par la journaliste sur justement qu'est-ce qu'il pense de la Pologne, donc il est très provocateur. Je vous laisse découvrir dans le livre sa réaction, parce que c'est quelque chose d'assez fort. Mais on voit surtout le rôle de certains présidents d'associations, notamment Karol Zaks, ici dans l'association Solidarité France-Pologne, l'une parmi des dizaines d'autres associations, mais qui a la possibilité, dans le journal, de montrer la boîte postale. Hein, de faire des dons. De faire des dons et d'expliquer qu'il y a une mobilisation très forte de toutes ces associations pour récolter de l'argent, pour mener des actions aussi de parrainage. Ça, c'est quelque chose qui va être très important dans cette association, c'est-à-dire qu'une famille française va parrainer une famille polonaise. Et j'essaie de voir justement comment cette mobilisation va se mettre en place. Ici, vous voyez donc les images de l'entrée de l'ambassade de Pologne à Paris, avec donc ces journalistes. Et de nombreux événements qui vont être organisés, notamment, c'est quelque chose que j'analyse, une soirée à l'Opéra Garnier, où on va inviter toute la crème de l'intelligentsia et du monde artistique et politique aussi, en soutien à Solidarność. Vous avez vu Ben Bella, ici Marguerite Yourcenar aussi, qui dit des choses très, très fortes sur le mouvement. Et des chanteurs comme John Baez. On va jouer l'étude révolutionnaire de Chopin, on va montrer un extrait de L'Homme de Fer aussi à l'Opéra Garnier. Et donc j'essaye à travers ce chapitre de montrer tous les niveaux de mobilisation, à la fois très spectaculaires, médiatiques, et aussi les mobilisations du quotidien, donc de ces associations, de ces comités qui vont œuvrer à justement organiser, parce que c'est ça, c'est la clé de la mobilisation, organiser l'aide qui va être ensuite envoyée à la Pologne. Alors, un mot quand même sur le contexte politique, c'est-à-dire qu'on est donc en 1981, et il y a un paradoxe, c'est-à-dire que le gouvernement français dit qu'il ne va pas réagir dans le cadre du contexte géopolitique du moment de manière armée ou en termes de défense, etc. Oui, et à l'inverse, cette soirée dont vous parlez à l'Opéra est organisée par le ministère de la Culture, enfin en tout cas Jack Lang, avec la présence de Jack Lang. Donc il y a quand même une forme d'ambivalence ou cette mobilisation populaire, elle est peut-être d'autant plus forte qu'on sait qu'il n'y aura pas de prise de position ou d'action politique du côté de l'État français. Tout à fait. C'est une question de réel politique, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas dans un pays de manière militaire comme ça. Il y a des accords, des traités. Ça a été annoncé d'une manière un peu malheureuse. Ça a été annoncé d'une manière un peu maladroite. Bien sûr, on n'interviendra pas en Pologne. Le bien sûr était sans doute de trop. Ce qu'on voulait dire, c'est qu'évidemment, on n'intervient pas
immédiatement dans un pays du bloc de l'Est, au regard des accords qui existent. Et je pense évidemment que c'est aussi pour cela qu'on organise cette soirée donc Jack Lang à l'Opéra Garnier, cette soirée de mobilisation pour montrer que la population, mais aussi une certaine frange de la gauche et de la droite d'ailleurs, soutiennent le mouvement autrement, en montrant donc cette sympathie et beaucoup de Polonais on vend de cette mobilisation aussi par différents réseaux, par la radio notamment, progressivement, pas oui. Immédiatement, et ça joue énormément évidemment sur le déroulement des événements. Alors, vous disiez tout à l'heure que tous les matériels de photos, les caméras, etc. sont réquisitionnés en quelque sorte, et donc a priori il ne peut pas y avoir d'images. Or, vous en avez trouvé quelques-unes. Oui, des images, parce que bien sûr, on confisque des opposants. Tout à fait. Ces images sont à la fois connues et pas connues, c'est-à-dire que on confisque le matériel officiel, ceux des studios de cinéma, le studio des films documentaires, on confisque les matériaux des institutions d'État, mais certains, donc les appareils photographiques un peu amateurs sont gardés. Et je me suis intéressée justement à ces images qui avaient été faites, photographiés ou filmés dans la clandestinité, puisque Solidarność n'existe plus. Les militants Solidarność soit sont arrêtés, donc se retrouvent dans des camps d'internement, soit continuent à agir de manière clandestine. Ils se réfugient dans des appartements, se camouflent et continuent à agir et essayer de faire exister leur mouvement. Et ce qui m'a intéressée, donc je suis partie de cette image qui avait beaucoup circulé dans la presse, qui avait été prise par les prisonniers eux-mêmes au camp de Białowieża, qui avait fait donc la une de Newsweek. On reconnaît donc sur cette image 5 figures très importantes donc du mouvement, Kuroń, Wujec, Gwiazda, Anyszkiewicz et Rulewski, qui sont des acteurs très, très importants de Solidarność, qui sont donc emprisonnés dans un coin de cette prison. Et on voit cette mise en scène faite par les prisonniers eux-mêmes, donc un peu comme on les a appelés les 5 superbes, cette photographie. Ils marchent d'un élan très fier, très sûr d'eux. On voit les barbelés, on voit tout l'univers carcéral. Donc ça, c'est vraiment l'image qui a beaucoup circulé, ces images donc d'emprisonnement des héros de Solidarność. Et en essayant en travaillant sur le camp de Białowieża, j'ai retrouvé d'autres images et des images un peu différentes. Qui montrent la vie quotidienne justement de ces opposants, pas forcément des 5 que je vous ai montrés, mais en tout cas des militants qui sont arrêtés, parce qu'ils sont arrêtés par centaines, par milliers. Et donc en fait, on n'est pas dans un système carcéral à proprement parler. On va réquisitionner des lieux qui ne sont pas des prisons à l'origine. Et surtout, cette vie quotidienne, elle va s'organiser. Et cette photographie, elle m'a beaucoup plu. C'est une photographie qui a été prise par Michał Bukojemski, qui est opérateur professionnel, qui a filmé Ouvrier 80, le film que vous allez voir tout à l'heure, qui est donc un opérateur professionnel et qui réussit à obtenir un appareil photographique qui va lui être déposé dans du sucre, parce qu'on donnait des colis donc, aux gens emprisonnés, et qui, avec cet appareil photographique et ces quelques pellicules qu'il a, va photographier la vie quotidienne. Et la vie quotidienne, c'est aussi un match de volley-ball, parce que pour passer le temps, donc, nos militants prisonniers vont organiser des tournois, une sorte d'olympiade, pour évidemment continuer à garder le moral, la condition physique et voilà, rester en forme, disons. Et ce qui m'a intéressée dans cette image, c'était d'essayer de comprendre justement comment on pouvait articuler à la fois cette vision, je dirais, martyrologique de ces héros de Solidarność, et en même temps le fait que leurs conditions de vie était le résultat j'utilise le mot négociation, mais dans le sens où on a négocié les conditions
de vie, les leaders notamment ont essayé d'avancer donc des arguments que par exemple la pratique sportive devrait être autorisée. Donc on les a autorisés à pratiquer ces Olympiades, en tout cas ces jeux de volleyball, à avoir une activité aussi plastique, à se retrouver, à passer du temps ensemble. Et toute cette série de photographies, évidemment, il faut la voir dans son contexte, c'est-à-dire il ne s'agit pas de voir, de se dire qu'est-ce qu'ils vivaient bien dans ces camps d'internement, ils étaient privés de leur liberté dans des conditions très dures, mais ce qui m'a intéressée aussi, c'était de voir la vie quotidienne, par exemple, des femmes, des familles, des gens qui étaient restés dehors, enfin qui n'avaient pas été emprisonnés et qui devaient donc trouver à manger, faire les colis, et voilà, et qui avaient aussi leurs propres difficultés. Donc ces photographies-là me permettent donc de voir la vie quotidienne dans ces camps, notamment le rôle, donc encore une fois, de l'Église, de ces prêtres qui transportaient des valises et qui transportaient donc justement ces documents ou ces pellicules. Et alors ça, c'est une photographie qui vous montre justement les conditions aussi de prise de vue, puisqu'on n'avait pas le droit de prendre de ces photographies. Donc on cache l'appareil pour montrer que voilà, il y a de l'herbe. Voilà, on passe le temps aussi comme ça. C'est tout le côté un peu carnavalesque aussi de cette opposition par la provocation aussi à l'égard donc des gardiens. C'est une sorte de sociabilité masculine aussi qui va se créer. J'ai interrogé aussi quelques images prises dans les camps d'internement pour femmes, mais qui sont beaucoup moins faciles d'accès. Il y a beaucoup moins d'images, en tout cas j'en ai trouvé moins que celles-ci, qui sont plus connues. Et qui montrent donc encore une fois voilà, cette vie qui s'organise et ces conditions de vie difficiles, mais en même temps qui permettent ces liens humains très forts qui vont se nouer dans cette expérience de camp d'internement. Alors, vous me disiez avant notre entretien que c'était le chapitre du livre qui avait suscité des réactions un petit peu critiques. Oui, c'était critique dans le sens où certains, c'est quelque chose de, je dirais, cela démystifie un tout petit peu l'héroïsme et en tout cas la figure du héros telle qu'on l'avait construite, c'est-à-dire cet homme qui se sacrifie pour sa famille, pour son pays, pour la cause. Et certains militants qui avaient été dans le camp de Biaouinka n'appréciaient pas forcément qu'on montre cet aspect-là de la vie quotidienne. Parce qu'ils avaient peur que cela nourrisse, en quelque sorte, qu'on l'utilise à tort. Qu'on relativise leur engagement. Voilà, qu'on relativise les conditions de vie, que ça soit aussi utilisé à tort par le pouvoir actuel pour décrédibiliser en quelque sorte les militants. Ce qui évidemment, moi en tant qu'historienne, n'était pas du tout mon intention, c'était de montrer que dans un même lieu, on a à la fois, en fonction de la prise de vue, en fonction du cadre, en fonction de ce qu'on veut montrer, on voit une autre réalité et que ces réalités-là cohabitent en quelque sorte. On peut être sacrifier sa liberté, lutter de manière très courageuse et en même temps jouer au volleyball. Et que ce n'est pas quelque chose d'incompatible dans le quotidien d'un interné. Alors ce qu'il y a aussi dans votre livre en filigrane, pratiquement dans tous les chapitres, c'est une forme d'invisibilisation des femmes qui, elles aussi, ont évidemment participé, mais qui finalement sont toujours au second plan, voire occultées, comme dans beaucoup d'autres manifestations des années 70, 80. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot par rapport Oui, à votre recherche ? J'étais tombée dans les mémoires justement des femmes sur cette période, même s'ils avaient été très, très actifs, notamment dans les réseaux de presse clandestine. J'étais tombée sur un témoignage qui m'avait beaucoup marqué, une femme qui disait... alors ça aussi, ça avait suscité beaucoup de polémiques en Pologne, que pendant l'état de guerre, elle faisait un rêve systématiquement qui revenait, elle rêvait d'être internée dans un camp d'internement. Pourquoi ? C'est quelque chose qui peut susciter la surprise. Eh bien parce que son quotidien lui semblait plus difficile de nourrir une famille, d'aller chercher les tickets de rationnement, et en plus d'apporter à son mari les chaussettes, les choses qu'il demande, le pull, d'être la bonne mère, la bonne épouse qui prend soin du héros en quelque sorte, et en même temps qui prend soin du foyer, qui est aussi un travail, mais cette gloire, la gloire du héros, évidemment, elle est incarnée par cette
par cette figure du prisonnier. Donc, ce que je voulais comparer, c'était aussi justement cette invisibilisation, c'est-à-dire le fait que peut-être on avait mis au premier plan beaucoup cette expérience du camp d'internement et que ce quotidien de ceux qui étaient restés en dehors des camps avait peut-être été moins raconté, moins vu, aussi moins filmé, parce qu'il était moins spectaculaire et moins épique aussi. Merci beaucoup Ania Szczepanska pour cet éclairage. Hein, vous l'avez vu, hein, je trouve que c'est vraiment un exercice passionnant et je vous incite à lire le livre. Toute cette analyse, hein, cette recherche et cette analyse sur les images d'archives nous éclaire énormément sur l'histoire, sur sa représentation, sur son écriture. C'est vrai que le film Ouvrier 80, alors le film que vous allez pouvoir voir, est une rareté. Oui. Hein, et donc, c'est vrai que c'est un vrai complément au film de l'Homme de Fer. Vous pouvez nous en dire un mot avant de... Oui, alors un mot, je vous montre cette image qui est en fait l'équipe de tournage de Ouvrier 80, le film que vous allez voir dans quelques instants. Alors c'est un document vraiment exceptionnel et très rare puisque c'est le seul documentaire donc, avec une bande-son qui a été tournée sur le lieu pendant les grèves, donc par des opérateurs du studio des films documentaires, notamment Michał Bukojemski et Jacek Petricki que vous voyez sur cette photo, qui sont venus au chantier et qui ont filmé. Alors ils ont filmé, ils avaient 2 caméras, donc l'un est allé filmer, interroger donc les ouvriers autour, circuler dans le chantier, et Michał Bukojemski a filmé les négociations avec le pouvoir. Et en même temps, on sent de manière formidable cette atmosphère unique dans ce chantier naval et cette émotion extrêmement forte que suscitent les grèves du chantier naval de Gdańsk. C'est un film qui a un peu circulé dans les années 80 en France. Apparemment, le pape aussi avait une copie et a permis à ce film d'être projeté dans des festivals dans le monde entier. Et je suis très contente qu'il puisse être montré ce soir, notamment parce que les sous-titres ont été refaits. Ils n'étaient pas parfaits, donc j'espère que ceux-là sont mieux. En tout cas, vous avez une grande chance de voir ce document exceptionnel. Encore merci Ania Szczepanska. Merci beaucoup. Merci.